Bonjour à tous et bienvenue à cette semaine dédiée à l'agro-environnement, enjeux et perspectives. La thématique d'aujourd'hui, des exploitations agricoles durables. Pour aborder ce sujet-là, j'ai la chance d'avoir avec moi deux duos en studio. Ils ont chacun travaillé sur des initiatives collectives agricoles en Montérégie, mais dans des contextes bien différents et parfois très similaires, vous verrez. Je vous présente d'abord mon premier duo. Il est composé de Sylvie Thibodeau, qui est agronome, conseillère en agro-environnement chez Terre à Terre Agronome Conseil et au sein du club agro-environnemental du bassin La Guerre. Bonjour Sylvie. Bonjour. À ses côtés, nous avons Louis-Éric Trépanier, agriculteur de la ferme Tréma Inc., située à Sainte-Anicette en Montérégie-Ouest. Bonjour. Bonjour. Et notre second duo est composé de Paul Caplette, agriculteur de la ferme céréale Bellevue, située à Saint-Robert. Bienvenue. Bonjour. Et nous terminons avec Yasmina Larbi-Youssef, qui est agronome, coordonnatrice en agro-environnement à la Fédération de l'UPA de la Montérégie. Elle est également coordonnatrice du projet collectif agricole de la rivière Pot-au-Beurre, bassin versant situé dans la MRC de Pierre-de-Sorel, au sud du lac Saint-Pierre. Bienvenue, Yasmina. Bonjour. Alors, ensemble, nous allons échanger sur la thématique « Quelles sont les perspectives pour des exploitations durables en Montérégie? » Il faudrait peut-être d'abord, Paul, expliquer dans nos mots qu'est-ce que c'est une exploitation durable. Comment vous pourriez nous définir ça? Bien, pour moi, l'exploitation durable, premièrement, bien, il y a une durabilité au niveau de l'économie, la performance agronomique de la ferme. Il faut qu'elle soit viable, il faut qu'elle soit aussi transférable aux enfants qui vont nous suivre ou à la relève qui va arriver. Puis maintenant, bien, avec le temps, aujourd'hui aussi, je pense aussi que une ferme durable, il faut qu'elle soit intégrée dans sa société. Il faut qu'on soit, premièrement, une ferme nourricière. T'sais, nous autres, la ferme chez nous, on est capable de combler les besoins de 15 000 citoyens autour de chez nous annuels, ce qui fait pratiquement 40 de la plus grosse ville qui est proche de chez nous. Fait que c'est des choses qu'on a à promouvoir, puis d'être, responsable de notre environnement, parce qu'en campagne, le territoire, c'est les agriculteurs, c'est les fermes. Fait que quand les gens font du vélo en campagne, bien, c'est notre paysage qu'on laisse découvrir, fait que d'avoir des beaux champs, des champs qui sont sains, puis en même temps, bien, tout le volet, les cours d'eau, tout ce qui est alentour pour l'acceptabilité sociale aujourd'hui, l'importance de les arbres, les oiseaux, les cours d'eau qui sont autour de ces fermes-là qui nourrissent les gens, là. Moi, je mets tout ça dans le même panier, puis ça fait partie de nos défis quotidiens là, comme agriculteurs, d'être durable comme agriculteur, mais durable aussi au niveau du sentiment d'appartenance qu'on a avec notre société autour de nous autres dans notre secteur. J'aime ça, Paul, votre vision globale de la chose, j'aime ça. Pour vous, une exploitation durable, Louis-Éric, est-ce que c'est similaire à ce que vient de nous dire Paul? Oui, bien, ça ressemble beaucoup à ce que Paul dit. C'est sûr qu'il y a aussi d'autres facteurs comme les intrants. En fin de compte, c'est sûr qu'on essaie pour l'environnement, économiquement et tout, de réduire les intrants ou de changer d'intrants pour devenir moins dépendant. Changer, par exemple, introduire des semences d'engrais verts au lieu des herbicides ou des choses comme ça. Fait qu'on essaie de justifier chacun des intrants qu'on utilise puis l'utiliser plus efficacement. Puis il y a aussi l'exploitation durable. En fin de compte, il faut que la ferme soit économiquement viable, comme Paul disait, mais ça l'amène plusieurs autres facteurs, comme la qualité de l'eau qui est améliorée, le fait que le sol il est plus retenu dans le champ, donc il y a moins de pertes. C'est plusieurs facteurs, en fin de compte, globalement, qui font que l'exploitation va être durable dans le temps. Merci. Yasmina, quelque chose à ajouter? Ben moi, je suis agréablement surprise d'entendre donc nos deux producteurs donner leur définition d'une exploitation agricole durable, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un concept nouveau et c'est une définition qui était quasi inexistante dans on va dire, la terminologie scientifique, dans les travaux scientifiques et professionnels. C'est un concept nouveau, mais d'après ce que j'entends, puis ce qu'ils ont dit, moi, je pourrais la formuler de dire qu'une exploitation agricole durable, ben, c'est
c'est une exploitation qui est viable, vivable, transmissible et qui s'intègre dans son territoire et selon les actions qu'elle va mener, donc elle va avoir une portée sur son territoire aussi. Donc c'est pas juste économiquement pour elle, mais c'est aussi par rapport à la transmissibilité puis son impact social au niveau de la collectivité. Bien, j'aime ça parce que comme citoyenne, je me sens interpellée. J'ai envie qu'on en ait si ça fait partie justement des beaux paysages que je vois et de ce que je peux en retirer comme membre de la société. Sylvie? Bien, je rajouterais juste un mot peut-être. C'est une exploitation agricole aussi qui, selon moi, doit être résiliente. Dans quel sens? Résiliente par rapport au changement climatique, entre autres. On l'a vécu beaucoup ce printemps. Donc, il y a des sols en santé qui fait des rotations, qui a différents outils dans sa boîte à outils pour être capable de bien tirer son épingle du jeu dans des conditions difficiles. C'est intéressant. Donc, à garder en tête aussi. Vous avez travaillé sur 2 projets différents, qui sont séparés quand même par presque 2 décennies. On va commencer avec vous, Sylvie, pour nous présenter votre projet. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? En fait, le projet de gestion de l'eau par bassin versant auquel on a participé, ça a commencé bien avant le projet, en fait, parce qu'il faut dire que le club Bassin Laguerre est le premier club qui a été créé par gestion par bassin versant dans la région de Saint-Anicette. Donc, ça a été créé en 1997. Ça fait longtemps. Et il y a des producteurs du club avec qui je travaillais depuis plusieurs années avant ça, on ne dirait pas combien, là, mais sur des pratiques comme le semi-direct, entre autres, beaucoup. Quand le club a été créé parce qu'il y a une problématique particulière au niveau de la qualité de l'eau avec les riverains. La rivière Laguerre se relie au fleuve Saint-Laurent à la hauteur du lac Saint-François, qui est l'autre côté du lac Saint-François, c'est l'Ontario. Donc, on est vraiment dans l'ouest du Québec. Et au bord du lac Saint-François, bien, il y a beaucoup de riverains avec des chalets, mais en arrière de tout ça, il y a les agriculteurs. Donc, il y avait des problèmes, si on veut, de cohabitation et de qualité de l'eau. Fait que la création du club est venue des agriculteurs pour apporter des solutions, si on veut, à ces problèmes-là de cohabitation et de qualité de l'eau. Le club a été créé en 1997. On a continué à travailler sur le semi-direct. On a introduit les cultures de couverture. Et en 2002, Aubert Michaud, qui était chercheur à l'IRDA, voulait faire un projet pour vérifier l'impact de différentes pratiques culturelles d'un bassin versant sur la qualité de l'eau. Fait qu'il est venu nous trouver parce qu'il savait qu'on travaillait déjà sur de ces pratiques culturelles-là. Fait que le projet avec Aubert a eu lieu de 2002 à 2007, où là, on a mis en place des pratiques, on a fait des suivis de qualité de l'eau d'un sous-bassin dans le bassin versant. Et puis, bien, tout ça a bien fonctionné, entre autres aussi, parce qu'il y avait déjà une dynamique d'installer, puis qu'on est un petit club aussi. Alors, on a une trentaine de membres sur un petit territoire, que ça a permis d'avoir une bonne dynamique là, pour embarquer dans le projet avec Aubert, entre autres. OK. Donc, on se retrouve maintenant 20 ans plus tard, Yasmina, avec votre projet. Dressez-nous-en les grandes lignes, s'il vous plaît. C'est intéressant d'entendre Sylvie parler de son projet. Donc, on est à l'extrême de la Montérégie ouest. Là, on va se transposer en Montérégie est, vraiment dans les MRC Pierre de Sorel. Le projet collectif agricole de Rivière-Pot-au-Beurre est en place depuis environ 2015-2016. Beaucoup d'initiatives par le passé ont essayé de mener vers un projet par bassin versant. Les partenaires et les acteurs du milieu ont travaillé fort et en 2015, il y a eu donc un soutien du ministère de l'Agriculture pour un projet, pour une phase 1, donc caractériser le territoire. On parle d'un bassin versant d'environ 202 km². Nous sommes au sud du lac Saint-Pierre, dans la MRC Pierre de Sorel, comme je le disais. C'est 8 municipalités qui le composent et on est quand même un peu plus de 130 producteurs agricoles. Donc, on est loin des producteurs du bassin de la Guerre aussi plus petits. Donc, les enjeux sont certes identiques. On vise toujours à améliorer la qualité de l'eau, mais on a aussi des gros enjeux fauniques dans le territoire parce qu'il y a en aval du bassin versant la fameuse baie Lavalière, le milieu humide, le sud du lac Saint-Pierre et le territoire est un peu plus de 54% agricole. Donc, le reste, c'est vraiment des boisés et des milieux humides. Donc, c'est pour ça que les enjeux agriculture-faune sont très présents.
Et donc, ce qui a été intéressant, c'est que durant la phase 1 en 2015-2016, les acteurs se sont mobilisés autour d'un projet qui est devenu collectif, reconnu par le ministère de l'Agriculture. Et les producteurs se sont vraiment mobilisés avec les acteurs du milieu, donc les agronomes des clubs conseils, que ce soit les organismes de bassin versant, les municipalités, la MRC Pierre de Sorel aussi. Et il y avait le défi d'aller réaliser un certain nombre de plans agro-environnementaux, donc des PAA. Et il fallait que 75% des 130 producteurs le réalisent. Et on a dépassé cet objectif. Donc, on était plus de 104 PAA qui ont été réalisés. C'est depuis ce temps-là qu'il est reconnu comme projet collectif. Donc, cette mobilisation, les producteurs qui se sont donc dit, on va prendre les choses en main, notre territoire, notre bassin versant nous intéresse. Et donc, depuis 2017, il y a une phase 2 qui a été mise en place autour d'enjeux toujours de la qualité de l'eau, mais des usages agricoles et fauniques. Et on vise donc à améliorer le couvert végétal, à améliorer donc l'utilisation des pesticides, la conformité des bandes riveraines, et puis plein d'autres, on va dire, moyens agro-environnementaux. Et je ne sais pas si, Paul, toi, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça? Il y a tout, on va même jusqu'à tout le côté biodiversité, je peux rajouter, là. Il y a 10 ans, on aurait fait une réunion pour réunir des agriculteurs en hiver pour parler des espèces en péril en campagne. Je pense qu'on aurait entendu cric-cric, on n'aurait pas eu grand monde, mais on a fait une réunion avant la fameuse COVID, puis on s'est ramassé, je pense qu'on avait pratiquement 20 inscriptions parce qu'il neigeait, on tapait peut-être 14 agriculteurs en place. Puis les gens de la Fonde qui étaient là avec nous autres pour nous montrer un peu qu'est-ce qu'on avait vraiment dans notre territoire, apprendre à découvrir, puis ce qu'on pouvait faire pour les protéger. Ils ont été tellement surpris des questions, même à l'heure du lunch, il y avait des questions. Tu sais, il y a un effet là, par rapport à la conscience des agriculteurs en se mettant ensemble pour un bassin. Il y a un effet d'entraînement, puis de curiosité, puis aussi de fierté. Je pense que je parle souvent de la fierté des agriculteurs parce qu'on est des gens, en général, assez fiers. Puis quand ça touche nos émotions puis nos objectifs, puis qu'on se met ensemble pour faire quelque chose, on dit, nous autres aussi, ils vont chanter nos oiseaux, mais on va voir les abeilles. Fait que ça fait comme un mouvement là, qui se rajoute là, à tout l'effort que les gens de la coordination font. Parce que si on est rendu là aujourd'hui, bien, une des grandes forces, là, c'est vraiment l'accompagnement qu'on a eu là, de la coordination. Avant, quand il y a eu des petites tu disais, il y a eu des petits débuts, mais il manquait tout le temps quelqu'un qui n'était pas là ou il arrivait quelque chose. Tu sais, quand la coordination s'est vraiment installée avec nous autres, puis nous ont mis un genre un buffet là, à volonté, mais pour nous accompagner, tout bien entouré, c'est là que ça a décollé. Là. Je pense qu'on a encore bien du travail, mais c'est bien encourageant de continuer. Tout à fait. Je pense qu'on est bien parti. Puis ce qui est intéressant, c'est la concertation avec les acteurs du milieu, tant du milieu municipal qu'environnemental, mais aussi du milieu agricole. Donc les agronomes sont très impliqués, les producteurs sont aussi très impliqués. Donc chacun va aller selon les objectifs qu'il va se fixer au niveau de sa ferme. Et c'est sûr que c'est du travail à long terme. Hein. L'environnement, c'est pas 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis Sylvie en a bien parlé. Puis j'imagine qu'elle va en parler encore. Donc, c'est un travail de longue haleine. Donc, je pense que des initiatives comme celle-là, il faut les accompagner sur du long terme. Je le disais en ouverture de notre panel, hein, vous avez 2 projets très différents les uns des autres, mais il y a quand même des points communs. Puis vous parlez de fierté, Paul, mais moi, quand je vous écoute parler, ce que je vois, c'est à quel point les agriculteurs sont des gens de cœur, qui ont envie de redonner à la communauté. Puis ça, on le sent dans vos deux projets, de prendre soin, finalement, de nos voisins, hein, des gens qui sont proches de nos fermes. Si vous le permettez, j'aimerais ça qu'on effectue un petit retour sur l'expérience du projet du bassin de la Guerre et les facteurs de succès, étant donné qu'on a, quand même 20 ans qui nous séparent du projet, si on veut. Ça nous permet d'avoir un certain recul. Quels ont été les éléments facilitant la réussite de ce projet-là de gestion de l'eau par bassin versant qui a été réalisé, vous l'avez dit tout à l'heure, aux alentours de 2002-2007? Oui, puis le club a été fondé en 1997, donc ça faisait déjà un petit bout de temps quand même que le club était formé puis roulait. Oui. Donc, quand Aubert est arrivé, bien là, ça a été une super collaboration, justement. Le club qui pouvait apporter l'expertise des agronomes sur le terrain, les producteurs qui avaient déjà embarqué dans plein de choses qui ont continué, l'IRDA avec Aubert Michaud qui nous amenait son expertise là, très pointue sur OK, mais on va faire des choses, mais comment on va mesurer l'efficacité de ces actions-là? Ils ont installé des stations automatisées d'échantillonnage d'eau, puis ça, c'était comme c'était super important pour tout le monde là, de voir, OK, on fait des actions, mais on va être capable de mesurer l'efficacité de ces actions-là. Puis aussi, à un moment donné, les producteurs sont partis à la municipalité, ils sont allés dire, hey, on fait un projet, embarquez-vous, pouvez-vous nous financer? Puis la municipalité a dit oui. Fait que
il y a eu une belle collaboration dans tout ça, là. Puis Aubert, lui, qui était comme le chef d'orchestre, puis qui faisait des réunions régulièrement pour mettre à jour les données, puis les producteurs étaient là, puis ils posaient des questions, puis se sont appropriés un peu tout ça aussi, là. Fait que ça a permis de... toute cette collaboration-là, club, le MAPAC aussi. Le MAPAC aussi a beaucoup embarqué au niveau des aménagements hydro-agricoles, fait que il y a eu toute une expertise là, qui a été mise à profit sur le terrain. Louis-Éric? Oui, bien, c'est sûr qu'est-ce que moi, je pense qui a facilité beaucoup le projet, c'est le fait que le club existait déjà. Donc, il y avait déjà un regroupement de membres qui étaient intéressés par ce projet-là à améliorer l'environnement. Donc, c'est sûr que quand le projet a été amené, je crois que les producteurs ont vraiment plus embarqué dedans, vu qu'ils étaient déjà regroupés pour la même cause, à fin de compte. Vous étiez bébé, là, à Oui, l'époque. j'étais pas très vieux. Mais vous êtes sur une ferme familiale et Oui. vous vous souvenez que votre père avait ça à cœur à ce moment-là, justement, de participer à ce projet? Oui, bien, j'ai participé aussi à quelques réunions et tout, là, mais c'est sûr que j'étais encore au secondaire, fait que j'étais moins disponible que présentement, mettons. Quand même. Quels ont été les moyens de communication qui ont été utilisés, Sylvie, pour développer des solutions agro-environnementales durables puis mobiliser justement le plus de producteurs possible lors de l'implantation du projet? Bien, dans le cadre du projet en tant que tel, il y avait vraiment les réunions faites avec Aubert, là. Puis je me souviens, tu parlais de Marius, ton père, tantôt, je me souviens très bien d'être arrivé chez vous avec Aubert Michaud. Puis Aubert, il connaissait le club. Il savait qu'on travaillait sur le semi-direct. C'est pour ça qu'il a cogné à notre porte pour faire les essais, parce qu'il savait que le timing était bon. Les producteurs avaient déjà embarqué. Puis je me souviens qu'on était allé avec Aubert chez vous, rencontrer Marius. Puis Aubert avait dit, bien, on a un projet. Votre ferme serait comme au cœur aussi du bassin. Embarquez-vous. Puis tout de suite, il avait dit, bien, oui, on est prêt, là. La transition en semi-direct est en train de se faire, puis tout ça. Fait il y a eu beaucoup de réunions terrain, des moyens de communication. Puis je ne sais pas si ça rentre dans les moyens de communication, mais les fameuses stations automatisées de prise d'échantillonnage d'eau étaient placées sur des fermes. Puis des fois, on avait besoin d'un coup de main des producteurs. Là, fait que ça fait partie de la communication d'une certaine façon, là, parce qu'ils voyaient ce qui se passait aussi à ce niveau-là. Au-delà des résultats sur l'amélioration de la qualité de l'eau que vous avez abordé tout à l'heure, quelles conclusions on peut tirer de ce projet-là avec les années qui ont passé, Louis-Éric, votre perception? Excusez-moi, peux-tu répéter? Oui. Quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de ce projet-là? Bien sûr, il y a eu l'amélioration de la qualité de l'eau, mais est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut retenir? Bien, c'est sûr qu'en voyant les résultats du bassin aménagé par rapport à la partie non aménagée, qui avait une réduction, je crois, d'autour de 50 de diminution de phosphore, puis les éléments qui se retrouvaient moins dans l'eau, c'est sûr que pour le groupe qui était engagé, c'est sûr que c'est un résultat pertinent qu'on se dit, les éléments restent dans notre champ, donc sont disponibles pour le futur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour les producteurs aussi, là, quand tu vois les résultats, puis tu es capable de les chiffrer aussi. Là, à cause souvent, on fait des actions, mais des fois, on n'est pas vraiment capable de chiffrer économiquement, voir si ça vaut la peine ou pas. Puis souvent, on a beaucoup de bandes, on a un grand de territoire à couvrir, donc c'est vraiment intéressant d'avoir des chiffres à mettre sur les résultats. Quel a été l'impact du projet du début des années 2000 sur la perception de la population non agricole? On le dit souvent, les voisins, les citoyens ne savent pas nécessairement ce que c'est le milieu agricole. Donc, dans votre région, l'impact de ce projet-là sur, justement, la population, ça a été quoi? Bien, c'est sûr qu'il faut... Je voulais peut-être ajouter à la problématique qui est un peu spéciale sur notre bassin versant, c'est que le surplus de l'eau, le niveau de notre rivière est plus bas que le lac Saint-François. Donc, il y a un barrage et l'eau de la rivière est pompée dans le lac. OK. Donc, ça devient, bien, on dit une rivière, mais c'est devenu presque un canal. Donc, c'est sûr que l'eau a moins de circulation, est plus stagnante, puis lors des crues ou quoi que ce soit, l'eau est pompée. Donc, c'est sûr que la sédimentation est plus bouleversée que si ça s'en irait naturellement. Puis ils ont construit le barrage à cause de la voie navigable. Ils ont augmenté le niveau de l'eau. Puis là, l'eau inondait le bassin versant. Donc, ils ont créé un barrage avec une station de pompage pour le pomper. OK. Puis de là que un peu l'incompréhension aussi entre les riverains et les producteurs les riverains sont principalement juste sur le bord de l'eau.
Puis les terres agricoles, bien, ils se déversent toutes dans le bassin. Donc, l'incompréhension, l'eau est sale en étant pompée, les sédiments ils brassent. Donc, il y a des algues ou de l'eau brunâtre qui sort des pompes. Ça, c'était un phénomène qui, encore aujourd'hui, c'est du travail de longue haleine pour dire qu'on fait des efforts, puis qu'il y a des résultats. Puis ça, c'est un des gros problèmes qu'on rencontre. C'est sûr que le fait d'avoir Sylvie qui était là justement pour divulguer ces informations-là, souvent, ça se fait mieux prendre en considération par les riverains que si c'est directement un producteur. Ça a plus de poids, en fin de compte, dans l'élaboration du sujet. Puis, quoi d'autre? Pas mal ça. Ça fait le tour de la question. Quelque chose à rajouter, Sylvie? En fait, on parlait de communication tantôt, mais Oui. il y a aussi de la communication avec les riverains. Justement, on a fait des journées, une chez vous, on a fait une chez un autre producteur, où les producteurs étaient invités, mais les riverains aussi étaient invités, puis on leur faisait visiter, puis on les amenait. Puis Louis-Éric parlait de résultats super encourageants, là. C'était de l'ordre de 42 à 45 réduction de sédiments, de phosphore, etc., avec les pratiques. Puis ce qu'il y a d'intéressant, particulier à ce projet-là, c'est que le projet a permis un peu de démontrer que c'est pas juste de travailler sur les bandes riveraines qui a fait ça, parce que nous, on a travaillé dans le champ. Parce que dans le projet avec l'IRDA, il y avait 2 autres bassins versants dans lesquels ils ont fait le même suivi, mais ils ont juste fait des aménagements en bordure de champ. Ils n'ont pas changé les pratiques agricoles dans le champ, puis ils n'ont pas eu de résultats comme nous. Fait on peut émettre l'hypothèse que c'est parce qu'on a travaillé en bordure de champ, oui, mais dans le champ avec le semi-direct, avec les cultures de couverture. Mais ça, c'est pas facile à faire connaître aux riverains. C'est pas ça qu'ils voient, eux autres, quand ils voient un champ. C'est pas le semi-direct ou les cultures de couverture. Ils vont beaucoup plus s'attarder à la bande riveraine, son rôle est quand même limité à ce sujet-là. Fait que ça a été une conclusion aussi importante du projet, c'est que oui, OK, la bande riveraine, là, c'est pas à négliger, mais il faut travailler dans le champ pour améliorer l'infiltration de l'eau, réduire l'érosion, puis ça, bien, c'est la réduction du travail du sol, c'est les cultures de couverture, c'est ça qui nous a permis d'arriver à ces résultats-là. Donc, il reste quand même une certaine forme d'éducation, si on veut, de la population à faire par rapport à votre travail puis aux efforts que vous faites. Oui. Je pense que la population sont peut-être un peu axée beaucoup sur pesticides, bandes riveraines, mais ce qui se passe dans le champ, la santé des sols puis tout ça, c'est en dehors de leur radar pour l'instant, là. Il faudra changer les choses. C'est ça que ça veut dire. Il faut y travailler. Je m'adresse maintenant à mon deuxième tandem. On ne vous a pas oublié. Le projet collectif agricole Pot-au-beurre, mobilisation des partenaires autour des enjeux agriculture, faune. Qu'est-ce qui a motivé, Paul, votre participation dans un projet d'action par bassin versant? C'était quoi votre motivation à vous personnellement? Ce qui m'a attiré le plus, c'est l'idée de travailler justement par bassin versant. On a quand même un gros bassin, là, 10 000 hectares pratiquement, là, 130 agriculteurs, mais on se sent plus impliqué aussi. On se dit que ça va être plus facile. Tu sais, des fois, on voit des stats provinciales, les problèmes avec l'eau. Bon, on a l'impression que nos gestes chez nous, bien, ça fait pas grand-chose. Fait qu'en voyant l'idée de partir en bassin versant, c'est un peu comme les gens qui décident d'améliorer leur rue. Si tout le monde fait le balayage à l'avant, puis plante des plantes, fait que les enfants peuvent jouer dans une ruelle sécuritaire, etc., puis qu'il y a des jardins. C'était un peu la même vision qu'on avait. On disait, enfin, on va pouvoir travailler. Tantôt, ils parlaient, on aimerait arriver à leurs résultats dans... Peut-être, je sais pas, on va le faire. Ils ont réalisé des résultats de 50 moins, etc. Bien, nous autres, on a un bassin qui est gros, puis on se dit, les agriculteurs, on aime ça voir les choses puis avoir de quoi de tangible dans les mains. Fait qu'on aime voir des résultats comme ils ont eu. C'est ce qu'on espère être capable de faire à la limite. Mais tu sais, c'est tout un effet de... Fait que quand tu travailles avec du monde dans ta rue pour l'améliorer, tu vois les résultats, mais c'est un peu la même idée au niveau du bassin versant. Puis je pense que c'est ça qui a fait la synergie en général du groupe. Il y a aussi toute l'idée de... Les essais qu'on fait, on fait des activités, 4-5 activités par année, de vulgarisation pour des traitements sans insecticides, pour des techniques de couverts végétaux, semi-directs, etc. Du visu encore. On fait des journées de champ, les gens viennent voir ça. Puis ce qu'on a comme force quand on travaille de même, bien, c'est qu'on est capable de, exemple, faire 4, 5, 6, 7 essais différents.
mais qui vont bénéficier à tous les gens du bassin versant après au niveau des résultats. Fait qu'au lieu d'être chez vous tout seul à essayer de faire un test par année pendant 7 ans, bien, si dans la même année, dans le groupe, il y a 7 projets d'évaluation puis de suivi différents, bien, dans une année, tu as eu accès à 3, 4, 5, 6 fois plus d'informations pour te guider, pour faire moins d'erreurs. Il y a l'effet aussi d'entraînement. Un agriculteur le fait, l'autre veut le faire. Tu sais, une image, là, les nichoirs pour les oiseaux, on a commencé à en mettre pour des projets pilotes, quelques-uns. Là, les gens ils trouvent que c'est intéressant. Mets ça sur Facebook, les gens trouvent ça beau. Là, le gars dit, moi ici, j'en veux. C'est quoi ton modèle? Là, tu montes ton modèle sur YouTube. Là, à un moment donné, quelqu'un t'envoie un courriel, dit, regarde que je t'apprends à faire un matin, t'apprends à faire des nichoirs et des rondelles. Ou... Tu sais, l'effet d'entraînement, moi ici, m'en en faire, tu sais, je pense que c'est c'est ça qui m'attirait au début, puis c'est ça qui continue à me motiver à rester actif dans ce groupe-là. Puis de, tu sais, on a du monde qui travaille fort, là, du monde qui sont commis, il y a de tout âge, là. Un agriculteur, je l'ai dans la tête, là, c'est un monsieur d'un certain âge, puis si t'as pas le premier, mettons, à aller mettre, exemple, une bande riveraine un peu plus large, ces choses-là, puis tu sais, il est fier de sa pancarte, puis il a sa grosse pancarte 4x8, puis tu sais, on les encourage. Puis aujourd'hui, là, il est convaincu que ce qu'il fait là, mais ça l'a pris d'en voir ailleurs, de l'accompagnement, puis Yasmina l'a sûrement contaminé un peu avec un peu d'aide, mais il l'a fait, puis mais là, il est content. Fait que quand on a une couple de contents comme ça, bien, ça donne du gaz à toute la gang auto, puis c'est de plus en plus, là, on s'est mis un petit Facebook pour divulguer. Tu sais, à l'époque de Sylvie puis le père de Louis-Éric, il n'y avait pas le Facebook, le perron d'église virtuel qu'on appelle aujourd'hui, mais maintenant, on essaie de s'en servir, mais de contaminer nos gens qui ne connaissent pas l'agriculture, de lui montrer ce qu'on fait de bien, des ruches, des bandes riveraines, des couverts végétaux, on lui montre ce qu'il y a en dessous du maïs. Tu sais, ils voient le maïs, ils ne savent pas ce qu'il y a dessous. Fait qu'on essaie de montrer, puis là, ça pop, là, c'est décollé, on vient de décoller ça, mais c'est une nouvelle façon un outil de plus qu'on a aujourd'hui, exemple, pour valoriser les efforts. Si on dit l'agriculteur fait tel geste, même si c'est pas sur toutes ses terres, il faut lui donner une tape dans le dos, il est content, on le félicite, on met une photo, bravo, monsieur un tel, puis après ça, la personne, il découvre ça, puis 2 ans, 1 an après, il en remet un autre petit bout, il continue. Fait que c'est un processus d'aller vers quelque chose. C'est pas du restrictif, c'est vraiment... c'est convivial, puis c'est proactif. T'sais, si on s'en va en avant, on se carache pas de roche personne, on avance, puis on veut améliorer les choses pour espérer avoir des... On a eu des super bons résultats, là. On n'a pas eu les stats comme eux autres au niveau des pesticides, mais au niveau dans notre biodiversité, au niveau de nos cours d'eau, on a des menées d'herbe, on a nos petites... Je sais pas comment ça s'appelle, nos petits mollusques qu'on met dans l'eau qui sont quand même aussi vivants que ceux qui vont aller mettre en haut de la montagne à Saint-Bruno. Fait que là, dans ce temps-là, tu te dis, ben quand on continue, puis c'est l'effet d'entraînement qui est vraiment positif là, au niveau du bassin. Là. Puis la fierté, c'est communicatif. Hein? Puis de vous avoir aujourd'hui, je vais vous dire, on sent ça, toute la fierté que vous avez de participer à ce projet-là. C'est de toute beauté. Yasmina, j'aimerais avoir votre opinion concernant l'impact à long terme. C'est quoi l'impact à long terme d'avoir des exploitations durables dans votre bassin versant? Qu'est-ce que ça change? Bien, c'est sûr que les impacts vont être sur tous les niveaux, donc que ce soit économique, social, environnemental, territorial. C'est des impacts qui vont se mesurer, bien sûr, à long terme. J'aime et je n'aime pas me comparer. J'adore le projet dans la région de Sylvie, du bassin de la Guerre, parce que ça reste un modèle à l'échelle de la Montérégie. Hein. Et la barre est toujours haute pour essayer d'égaliser. On ne va pas essayer de surpasser, on veut égaliser et tout. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que les initiatives sont différentes. Même si l'enjeu est le même, c'est la qualité de l'eau, mais les initiatives sont différentes. Et c'est sûr qu'à long terme, nous, ce qu'on va viser, c'est d'avoir des écosystèmes résilients. Elle en a parlé, Sylvie, donc la résilience des entreprises, ça c'est important, particulièrement dans un contexte de changement climatique. Donc des agro-écosystèmes plus résilients. On va améliorer la qualité de l'eau en bout de ligne. Nous avons un gros enjeu faunique, donc c'est sûr, Paul l'a aussi présenté. Nous, on n'a pas eu encore une amélioration du phosphore ou on va dire des matières en suspension, mais certains cours d'eau réagissent mieux que d'autres. Il l'a dit, donc on fait beaucoup de mesures
du suivi de la qualité de l'eau, des mesures de pesticides aussi. Puis on s'est rendu compte que nous, les pesticides, nos cours d'eau avaient, on va dire, la même santé qu'un cours d'eau non agricole quand on se compare à d'autres. Donc on était très contents. Donc on va dire que l'enjeu qu'on a retrouvé, c'était beaucoup plus les traitements de semences insecticides et qu'on s'est dit, on va focuser sur ça, accompagner les producteurs dans cette démarche-là. Et c'est la somme de toutes ces actions, de toutes ces on va dire, cette bonne pratique qui vont être mises en place au cours des années, parce que c'est pas au bout de 4 ans qu'on va renverser la tendance, mais si collectivement tous on s'implique, particulièrement les producteurs et puis les autres partenaires, oui, on va avoir des beaux résultats. Donc, Paul l'a parlé, la biodiversité, les oiseaux champêtres, nos petites espèces de poissons, nos mollusques qui sont les petites moules encagées là, qu'on avait fait et tout. Donc, tout ça, pour nous, c'est des gains. Et puis, ça motive aussi les producteurs à continuer à poser leurs actions. Puis moi, ce que je pense aussi, c'est qu'on va améliorer la visibilité des producteurs vis-à-vis du consommateur. Puis ça, c'est important. Nous, on veut vraiment mettre de l'avant les bons coups des producteurs. Puis à long terme, moi, je pense que c'est ça, des entreprises durables, ça va être une meilleure, on va dire, acceptabilité des bonnes pratiques des producteurs. Et vous l'avez dit, vous aussi, Josée, c'est important que vous en sachiez plus sur qu'est-ce qui se fait chez les producteurs. Et donc, nous, on veut qu'il y ait une plus grande acceptabilité des bonnes pratiques des producteurs, une reconnaissance de ce qu'ils sont en train de faire. Oui, ça veut dire qu'il faudrait que les producteurs se vantent un peu plus de toutes leurs bonnes actions, que le public soit bien au courant de tout ce que vous faites. Vous le méritez. Maintenant, pour terminer, comment on pourrait soutenir les initiatives locales de producteurs qui se mobilisent pour des enjeux environnementaux? Avez-vous des pistes d'action, des idées pour nous? Sylvie, je commence avec vous. Si je prends encore exemple sur ce qu'on a fait, je pense que pour avancer en agro-environnement, il ne faut pas négliger tout l'aspect agronomique aussi. Là. Je veux dire, dans le club, on travaille sur plein d'aspects qui sont plus agronomiques en tant que tels, mais faire des essais. Louis-Éric le mentionnait, remplacer un peu les intrants. Oui, c'est de l'agro-environnement, mais c'est aussi beaucoup de l'agronomie. Fait qu'il faut aussi beaucoup travailler là-dessus, beaucoup faire des essais, ce qu'on fait aussi beaucoup dans le club. Les producteurs ont toujours plein d'idées qui, des fois, semblent farfelues, puis on l'essaye, puis c'est super intéressant. Fait que faire plein d'essais, puis avoir aussi encore, justement, toute la continuité dans tout ça, là, la continuité dans les actions, dans le temps, puis dans les gens qui s'impliquent dans les projets aussi, pour être capable. Puis c'est en... Il faut prendre son temps aussi. Là. Je regarde, Paul parlait de ces nichoirs d'oiseaux. Nous autres, on a installé plein de nichoirs à sauve-souris l'année passée pour lutter contre un papillon dans le maïs. Bien, on n'aurait pas fait ça il y a quelques années. Là. Puis il y a plein de producteurs, dont chez Louis-Éric, qui ont semé des bandes riveraines élargies fleuries pour les pollinisateurs. Mais ça, c'est venu tranquillement dans le temps, là, parce que ça fait partie du processus. Là. Louis-Éric? Oui. C'est sûr que chacune des entreprises, ça a déjà été mentionné, mais les entreprises sont rendues assez grosses. Il y a plusieurs kilomètres de cours d'eau sur chaque entreprise à gérer. C'est sûr que tout ça, c'est un des défis, à fin de compte. C'est beau d'implanter des choses, mais c'est de les entretenir à long terme puis suivre ça. Puis c'est sûr, le fait de, comme Paul disait, de regrouper un peu des producteurs sur soit un cours d'eau ou une MRC ou quoi que ce soit, ça fait un sentiment d'appartenance, à fin de compte, qui fait que tu dis mon action que je vais faire, elle se récupère. À fin de compte, tu la vois sur le résultat au final à la fin du cours d'eau. Fait que tu es comme plus approprié, à fin de compte, à ton projet. Puis c'est sûr, une autre piste de solution, on parle souvent de la mise en place des choses, mais c'est sûr que d'avoir de l'aide pour l'entretien après ça, je pense que ça serait ça serait un gros point qui favoriserait les producteurs à avancer plus vite. À cause de... C'est ça, c'est beau de le faire, mais il faut l'entretenir. Puis si on ne l'entretient pas, ça peut s'en aller dans la mauvaise direction. C'est ça, c'est comme des efforts qui sont perdus pour rien. Et tout le travail qu'on a investi, on le perd à ce moment-là. Ouais. Paul, c'est à votre tour. Dites-moi donc, à votre avis, quelles seraient les pistes d'action pour soutenir des initiatives comme celle à laquelle vous participez présentement? Ce qu'on remarque, c'est souvent qu'il faut y aller aussi au rythme de l'agriculteur, où est-ce qu'il est rendu. Okay. Là, il y a bien des techniques, des gens comme Louis-Éric, ceux qui sont les précurseurs vont être rendus à une étape, là, mais il faut commencer par la base. Les agriculteurs vont être plus touchés par les couverts végétaux versus le semi-dialecte. Fait qu'il faut trouver la corde qui les habille le plus selon leur entreprise, comment est-ce qu'elle est organisée, qu'est-ce qu'ils ont comme setup, qu'est-ce qu'ils ont comme personnel. Fait que de même, ça fait
je dis tout le temps aller vers, fait que ça fait des étapes. Donc, l'étape la plus facile pour lui, quand il regarde avec son agronome, bien, s'ils déterminent ensemble que, exemple, c'est, je sais pas moi, la réduction des fertilisants qui cause le plus de problèmes ou des techniques là, de couverts végétaux ou commencer le semi-direct, ces choses-là, mais c'est à voir avec l'agriculteur. Dans ce temps-là, l'agriculteur, en tout cas, on remarque, il va y aller par étapes, mais en fonction de ses valeurs, de ce qu'il veut. Puis au fur et à mesure, tu sais, quand on parle, on est rendu, regarde, comme Sylvie dit, ils sont rendus avec des nichoirs pour les chauves-souris. Mais ça vient avec le temps. C'est comme les couverts végétaux. Aujourd'hui, souvent, les gars en semi-direct ont commencé. Là, on est rendu plus loin que le semi-direct. Tu sais, c'est rendu le semi-direct, les intercalaires, le couvert végétal, le principe de travailler avec de la matière vivante tout le temps, des sols couverts. Bien, tu as comme un apprentissage. C'est une autre façon de travailler. Fait qu'il faut... C'est sûr que pour des gens de l'extérieur, des fois, ils trouvent qu'on ne va pas assez vite. Mais pour ceux qui sont en train de le faire puis d'ajuster le système de la ferme pour que ça se fasse là, systématiquement, pour que toi, ça marche, mais que ton frère comprenne aussi ce que tu es en train de faire, puis que là, les employés qui viennent travailler avec toi comprennent aussi que là, à cette heure, on est à 3 mètres du bord du cours d'eau ou on est à 6. Tout ça, là, c'est tout un setup d'organisation là, qui est à y aller au fil du temps. Là. Fait que c'est important pour que ça soit... Pas aller trop vite, mais toujours avancer. Pour pas se péter à la fiole puis reculer après. Fait que de cette façon-là, on est sûr qu'on avance tout le temps. Étape par étape. On apprend à marcher à 4 pattes avant de courir. Comme le Canadien. C'est pas bête. C'est pas bête. Yasmina, le mot de la fin. Bien, je pense qu'il y a plusieurs pistes de solutions, plusieurs initiatives qu'on peut mettre en place. Nous, présentement, dans le bassin versant de la rivière Pot-au-Beurre, on a la chance d'avoir les initiatives de Laboratoire Vivant. C'est un projet donc, porté par Agriculture Canada et la Confédération donc, autour des bassins versants du lac Saint-Pierre en amont, où on va mettre au cœur du processus les producteurs agricoles. Donc vraiment, on va aller co-créer avec eux des idées, des façons de faire pour améliorer justement le bilan environnemental d'un territoire. Donc c'est vraiment plus l'ancienne façon de faire, donc on va dire l'ancien modèle qu'on casse, qui est où on va justement passer de la recherche à essayer de l'appliquer directement sur le terrain, c'est plus ça. Donc, on va vraiment solliciter le savoir-faire des agriculteurs. Puis, aujourd'hui, on a la chance d'avoir lui, Éric et Paul. On va dire c'est un échantillon de l'expertise des agriculteurs qui existent en Montérégie, puis à travers le Québec. Puis, on a ils sont nombreux comme lui, Éric et Paul, qui ont cette expertise-là. Puis je pense qu'il faut qu'on mise sur ce savoir-faire des agriculteurs. Donc, on a souvent occulté ça. Donc, nous, on veut aussi pousser beaucoup les projets de mentorat où on va jumeler les producteurs entre eux. Donc, un qui a un certain, on va dire, connaissance d'une pratique, que ce soit le semi-direct ou qui est plus féru dans les cultures intercalaires, va pouvoir, avec l'aide de son agronome, mais aussi pouvoir accompagner son voisin agriculteur, puis ça va faire tache d'huile. Donc, je pense que ça, c'est une des pistes de solutions, le mentorat agriculteur-agriculteur. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que je pense que dans les mesures gouvernementales, on devrait avoir un mix d'interventions, pas juste la réglementation coercitive, mais on devrait aller vers des projets comme la rétribution des biens et services, des bonnes pratiques agro-environnementales. Présentement, le plan d'agriculture durable se penche sur une initiative comme celle-là. Il y a un projet pilote qui va être mis en place. Puis je pense qu'il faut encourager les producteurs qui mettent déjà en place des bonnes pratiques, donc de la rétribution, les rétribuer pour les bons efforts, parce qu'on en veut de la biodiversité dans nos collectivités, dans nos milieux. Ben, moi, je pense que c'est important. Donc la santé de nos cours d'eau, ben, ça passe par la rétribution aussi. Puis je pense qu'au-delà de la fonction primaire qui est de nourrir des producteurs, ben, il faut renforcer la confiance du public à leur égard. Puis ça, c'est important. Effectivement. En tout cas, ça prend de l'inspiration aussi en attendant toutes les mesures auxquelles vous faites référence. Ça prend des gens et des initiatives comme les vôtres pour, j'espère, en inspirer d'autres. Merci à vous quatre d'avoir été avec nous aujourd'hui. Sylvie Thibodeau, agronome, Louis-Éric Trépanier, agriculteur, Paul Caplette, agriculteur et Yasmina Larbi Youssef, agronome. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir été là. Merci. Merci.